Bernard Friot, le communisme. Pour qui rentrerait dans une librairie aujourd'hui, à la fin de l'année 2021, trouverait pas mal de livres sur les communs. Trouverait également des livres, et certainement les vôtres, sur le communisme, un désir de communisme par exemple, qui est paru chez Textuel, qui sont des entretiens très intéressants. Avec Judith Bernard. Avec Judith Bernard, j'allais le dire. Un petit trait d'humour pour commencer. La télévision italienne, la Rai, avait tourné une séquence avec Louis Althusser sur une terrasse romaine. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il était déjà un petit peu, j'allais dire, fou, mais pas d'un point de vue négatif. Les cheveux dans le vent, un peu exalté, etc. Et à un moment, son intervieweur, entre guillemets, lui demande « Mais enfin, Louis Althusser, si vous aviez à définir le communisme pour nos téléspectateurs, puisque là, c'était la Rai, que diriez-vous » Et Louis Althusser a dit « C'est ça, c'est la lumière, le micro, ça, c'est ce que nous faisons ensemble à l'instant. » Réponse d'Althusser il y a plusieurs décennies. Le communisme, de toute évidence, chez vous, a un rapport au présent, ce que vous appelez le déjà-là. Donc ça, est-ce que c'est un déjà-là? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il, je partirai d'une phrase très simple. Pour aborder la question du communisme, il faut, selon vous, d'abord se libérer de l'attente du futur. Oui, et là, je dirais que c'est aussi le catholique qui parle. Dans la tradition judéo-chrétienne, on entre en humanité qu'en sortant du paradis. Il faut sortir du paradis pour entrer en humanité. Or, dans la pratique, dans la culture militante communiste, et pas simplement au parti communiste, mais dans tous les groupes, collectifs, partis qui se réclament du communisme, le communisme, c'est pour demain. Et il y a une transposition assez singulière, je trouve, de l'attente du ciel, c'est-à-dire pour passer au communisme, il faut déjà passer de l'autre côté, hein, c'est la prise du pouvoir d'État. Et puis ensuite, il y a un purgatoire, c'est le socialisme. Puis après, c'est le paradis, le communisme. Disons que le ciel après la mort est remplacé par le ciel demain, mais c'est le même ciel, c'est-à-dire une consolation qui dispense de changer les rapports sociaux aujourd'hui, puisque c'est demain qu'on le fera, après une espèce de mort, hein, de grand soir, où on met à mort le capitalisme dans une prise du pouvoir d'État. Écoutez, nous avons échoué en totalité sur cette ligne-là au XXe siècle. Soit cette pratique militante est portée par une social-démocratie qui a comme projet la prise du pouvoir d'État pour passer au socialisme. Et... Enfin, oui, pour ne rien changer. Oui, non. Non. Aujourd'hui peut-être, mais la social-démocratie a été un au départ. mouvement réellement progressiste, on ne peut pas le nier, mais qui effectivement a posé la prise du pouvoir d'État comme un préalable, avant même que les travailleurs aient commencé à devenir souverains sur le travail. Encore une fois, on s'expose à devoir baisser la culotte, parce qu'en face de soi, on a une bourgeoisie capitaliste qui a gardé la main sur le travail, sur la production, sur le cœur de notre vie sociale. Ou alors, même échec symétrique du XXe siècle, il y a prise du pouvoir d'État, encore une fois, avant même que les travailleurs aient commencé à maîtriser le travail sur les lieux de travail et au niveau macro. Et pour ne pas baisser la culotte, c'est l'introduction de la dictature. Et une dictature qui va être sur les travailleurs, puisque c'est d'un bon État qui, d'en haut,
est censé faire une bonne politique, et puis qu'il a affaire à des travailleurs qui ne se sont pas organisés pour être souverains sur le travail, et qui vont donc être la proie de la dictature d'un État socialiste. Et alors là, adieu le communisme. Donc, on a quand même maintenant deux échecs symétriques majeurs du XXe siècle. On va peut-être en finir avec cette attente du paradis communiste. Il est étrange qu'un chrétien communiste dise « devenons athées du ciel du futur ». Tout à fait, c'est ce que je dis, de fait. Hein. Alors la formule vaut ce qu'elle vaut, hein, mais Ah, elle est pas mal. elle dit clairement ce qui est le cœur. Alors là, on pourrait dire de toute ma filiation jésuite, de tout ce que je dois à la tradition paulinienne, à tout ce que nous lègue comme alors relation au présent, ce que nous appelons éternité. C'est-à-dire que vous avez très justement dit, dans votre première phrase peut-être, hein, que je lis communisme et présent. Je crois que je l'exprime assez correctement dans le bouquin avec Lordon. Tout ça est encore à améliorer. Tout ça, c'est aussi ça se met en œuvre au fur et à mesure, évidemment, du travail de recherche et des débats avec des collègues, etc., du travail d'investigation. Mais, si vous voulez, il n'y a pas de présent chez les communistes aujourd'hui, ceux qui se réclament du communisme. Il y a eu une classe révolutionnaire pendant la Commune. Il y en a une au Rojava. Enfin, on va chercher les choses très loin dans le temps ou dans l'espace. Mais ici et maintenant, non, il n'y a pas de classe révolutionnaire. Il y a des rapports de force qui provisoirement peuvent être favorables, mais il n'y a pas de classe révolutionnaire en capacité d'instituer une alternative. Or, j'ai été confronté, moi, à partir de 2003 surtout, mais déjà, lorsque je pose le salariat dans Puissance du salariat, qui vient de paraître en poche par ailleurs, je le signale, parce qu'il est du coup très accessible à tout le monde, hein, Puissance du salariat vient de paraître au Point Seuil, oui. Comment dire, lorsque je pose le salariat comme une institution d'émancipation, je suis déjà sur une autre lecture du capitalisme que celle qui dit dans le capitalisme, rien ne peut naître d'émancipateur, de réellement émancipateur. Il faut déjà passer de l'autre côté dans la prise du pouvoir d'État pour pouvoir faire quelque chose. Non, pas du tout. Sans prise du pouvoir d'État, le mouvement communiste, le mouvement du communisme qui est le mouvement réel de sortie de l'état des choses, comme le définit Marx, ce mouvement du communisme a créé déjà là, qui sont des institutions alternatives à celles du capital. Le salaire à la qualification personnelle, c'est une institution absolument alternative au marché du travail, à l'individu libre sur le marché, des biens et services, etc. De même que le régime général de la sécurité sociale. De même que le régime général de sécurité sociale est une institution... alors, tout ça, c'est des institutions macro et durables. Hein. Ce n'est pas des petits accidents comme ça historiques liés à des circonstances exceptionnelles. C'est vraiment des conquis, des coins qui sont enfoncés dans la logique capitaliste, que le capital, évidemment, s'emploie à détruire, mais on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment réussi jusqu'à présent. C'est donc à partir de ces coins-là qu'il s'agit, en les actualisant, les généralisant, de continuer à construire le communisme. Ça, j'ai bien compris. Alors, le régime général de la sécurité sociale, citons rapidement avril 1946, monsieur le ministre Ambroise Croizat, qui disait, dans une revue de cette année-là, « Dans la pleine conscience de nos responsabilités, c'est une révolution que nous voulons faire et c'est une révolution que nous faisons. » Ça corrobore donc totalement ce que vous venez de dire. Mais j'aimerais, afin encore de préciser la notion,
pourquoi communisme? Sachant que, je le disais en préambule, il y a des gens, Pierre Dardot, Laval, etc., qui écrivent sur les communs, alors, disons dans la lignée du mouvement communaliste, qu'il soit plus ou moins libertaire ou pas, etc. Mais vous, vous tenez absolument au mot avec d'autres, mais sauf que vous le spécifiez très précisément quand vous dites, par exemple, que le régime général de la sécurité sociale, c'est du déjà là communiste. Vous dites qu'il faut persévérer et ici et maintenant continuer et améliorer ce déjà là. Pourquoi communiste et pas commun, alors que plein de gens écrivent sur les communs? Non, je trouve que c'est déjà très bien, hein, que les mots communs, et autres, réapparaissent, chez les chercheurs et heu, Dardot et Laval, sont des collègues, qui contribuent, avec moi, avec beaucoup d'autres, hein, à rendre le communisme désirable. Alors pourquoi qu'ils choisissent pas le mot communisme? Ça, j'en sais rien. Pourquoi je le choisis moi? Pour 2 raisons. D'une part, parce que historiquement, quand je regarde ce qui se passe en France, ce sont des gens qui se réclament du communisme, qui ont mis en place le statut de la fonction publique, le régime général de la sécurité sociale, le statut de DFGDF avec sa nationalisation, et cetera. Le statut du métayer, enfin tout un tas de choses qui changent la donne dans le statut de la personne. Donc, honorons, ces pères et mères, communistes, en désignant, comme communistes ce qu'ils ont fait. Eux-mêmes d'ailleurs ne le désignaient pas comme tels, puisqu'ils étaient complètement portés par la séquence prise du pouvoir d'État, socialisme, communisme. D'ailleurs vous avez cité, des phrases de Croizat disant qu'il fait la révolution, mais, contre moi, en général, on peut citer aussi des phrases de Croizat où il dit: «Mais ce que nous faisons là, c'est de la démocratie avancée», Oui. parce que comme ministre, il cherche, à créer, un acquiescement majoritaire, à ce qu'il fait, alors qu'on est dans une période extrêmement anticommuniste, puisqu'il s'agit d'endiguer la progression communiste en Europe. Donc, il ne se réclame pas d'une proposition communiste. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas des actes Exact. communistes, hein, au sens de construire des institutions alternatives à celles du capital et qui euh, commencent à instituer, tout ça c'est des prémices évidemment, hein, commencent à instituer un statut de la personne tel que ce soit par en bas que nous puissions, et non pas par un bon état par en haut, que nous puissions changer la donne de la valeur du travail, de la monnaie, enfin de tout ce qui excède l'activité, hein, dans la mobilisation de notre espèce. Eu égard au communisme, c'est quoi et comment vous définissez aujourd'hui celle que vous appelez la classe révolutionnaire? Alors, la classe révolutionnaire, c'est donc la classe qui construit les institutions de la souveraineté sur le travail. Pour moi, c'est cela. Alors, euh, de même que la classe bourgeoise, entre le 14e et le 18e, elle tâtonne, elle a des reculs, elle ne se reconnaît pas forcément comme unifiée entre des linéaments de bourgeoisie qui se construisent dans des espaces différents et sur des idéologies éventuellement différentes. De même, la classe révolutionnaire, c'est pas un truc unifié, qui a une conscience unique de ce qu'elle est, enfin, etc. Tout ça, pour moi, c'est du, je sais pas comment le qualifier, c'est pas scientifique, ce genre de choses. La classe révolutionnaire, c'est forcément un ensemble qui a des côtés disparates. Alors, vous allez avoir, pour moi, sont communistes, toute cette jeunesse dissidente qui entend bien être souverain sur son travail. D'accord. Alors, avec les illusions que j'ai dites, hein, et la nécessité de passer à une échelle macro, si on ne veut pas être des marginaux, finalement faire valoir de la logique capitaliste. Ce sont ces syndicalistes qui en ont assez de gérer la souffrance au travail, qui euh, en ont assez
de gérer une souffrance au travail qui est liée au fait que on travaille sans adhérer à ce qu'on fait, hein, c'est ça la souffrance au travail. Soit j'aime ce que je fais mais je peux pas le faire, c'est le cas des soignants, soit ce que je fais je l'aime pas. C'est le cas d'énormément de travailleurs qui vont dans une entreprise en traînant les pieds, mais qui y vont. Bon, Heu, tous ceux qui aujourd'hui s'organisent pour surmonter cette acceptation de travailler contre sa déontologie, pour moi, c'est la classe révolutionnaire. Alors on la voit, dans des segments du syndicalisme, on la voit, en dehors du syndicalisme dans une effervescence, le confinement a créé une effervescence de collectifs, j'en prends, je sais pas quoi, prenons, des collectifs territoriaux, par exemple, comment sortir, Toulouse de la mono-industrie, de l'aviation, à un moment où, le confinement, rebat les cartes dans ce domaine et deuxièmement, accélère la prise de conscience qu'on va pas indéfiniment, se balader en avion, même si ça reste légitime, mais pour des déplacements minoritaires, qu'on va pas faire la folie de mais alors toute cette technologie prodigieuse qui est mise en place par, ADS, enfin par toute l'industrie de l'aviation dans la région toulousaine, comment est-ce qu'on peut la mettre au service d'autre chose? Il n'y a jamais eu des réflexions aussi nombreuses, dans tous les domaines, qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça la classe révolutionnaire en train de se construire. Deux types peut-être de communisme à la fin, de votre livre avec, Frédéric Lordon. En travail, c'est toujours un peu la question, encore une fois, un peu triviale, mais on a l'impression que, Bernard Friot est tout en étant dans le déjà là, dans le présent, jeune homme présent à présence, comme, disait Aragon, vous semblez, mais peut-être est-ce une erreur, moins inquiet que votre interlocuteur à la fin du livre, puisque à la fin du livre, Frédéric Lordon, met en avant, une forme, de tragique, qui est la guerre civile, la violence fasciste, et les dangers, voire, de la guerre, au sens large, comme souvent dans l'histoire, du capitalisme. Alors, le lecteur, à la fin de votre ouvrage, lui-même, sent bien que vous ne tranchez pas et que vous, demeurez dans ce présent. Ce serait stupide de dire que vous appelez, de vos vœux, puisque par définition, le présent, c'est, comme en mathématiques, un indiscernable. Alors le présent oui, de fait, hein, Frédéric Lordon, est il est sensible sur les obstacles à l'émancipation. Moi, j'essaie de mettre en avant les lieux et les possibles de l'émancipation. Nos 2 voies sont complémentaires, hein, je nous avons raison l'un et l'autre, et bien malin qui dira, si c'est plutôt l'émancipation que le fascisme qui va l'emporter. Tout ça est, je pense, illisible aujourd'hui. C'est bon. Moi, c'est vrai que ce que je considère comme ma responsabilité de chercheur, mais aussi mon bonheur de chercheur, c'est d'épier l'émancipation. Moi, c'est ça qui m'intéresse. De même qu'on ne demande pas à un biologiste comment est-ce qu'on va crever, on lui demande c'est quoi la vie. Bon, ben, c'est pareil. Pour moi, un chercheur en sciences sociales, sa responsabilité, c'est... Alors, pas dans une espèce de naïveté, et je pense que c'est très important que Frédéric tienne fermement le fait, il faut pas se raconter d'histoire, ça, je crois que c'est une position très, très, très juste aussi, hein, et c'est la richesse de cette confrontation, d'ailleurs, très fraternelle, hein, que nous avons dans ce bouquin. Et vous avez eu, comme lecteur, l'impression qu'on reste effectivement sur un indécidable. Bah oui, oui, bah oui, oui. Ça, c'est maintenant à nous de jouer. Le présent, c'est Le présent communiste. le présent communiste, mais on pourrait dire le présent catholique, Oui.
c'est le fait de poser, en en permanence notre responsabilité de changer les rapports sociaux, hein, et et de ne pas attendre de la consolation de je ne sais trop quel, ciel, demain, quelque chose que nous ne construisons pas aujourd'hui, hein. Et je commande souvent, un passage de l'évangile de Marc, où Jésus est à la veille de sa mort et il sait qu'il va mourir parce que les affrontements qu'il a eus avec les familles sacerdotales qui tiennent à la fois la religion et l'économie, avec, les Romains, avec les Hérodiens, qui tiennent la politique, heu, sont tels qu'on est arrivé là à une rupture telle qu'il va mourir. Bien. Il fait un dernier repas, avec ses disciples chez des amis et une femme entre et verse un flacon d'albâtre, enfin un truc de très grand prix, essuie avec ses cheveux, dit la tradition, les pieds de Jésus comme on le faisait à l'époque quand les voyageurs arrivaient et cetera et cetera. Bien. Heu Les disciples aussitôt se récrient en disant: «Mais enfin, tu vois ce qu'elle fait? Mais on aurait pu donner aux pauvres, c'est un scandale de» et Jésus répond: «Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous, moi vous ne m'aurez pas toujours. D'avance, elle a embaumé mon corps en vue de mon ensevellissement». Traduction, parce qu'il faut un peu traduire ce genre de choses. Vous avez besoin de pauvres, parce que vous n'êtes pas vous n'avez pas le courage de vous affronter aux puissants et donc vous n'êtes pas révolutionnaire. Vous gérez, des victimes, vous gérez la pauvreté, vous avez besoin de pauvres. Dès qu'on renonce à changer les rapports sociaux, alors on devient éperdument solidaire de pauvres. C'est à ça que ça sert la solidarité avec les pauvres. C'est à renoncer à être révolutionnaire, à renoncer au présent. Et alors c'est le futur, c'est demain, c'est au ciel, c'est je sais pas où qu'on se console. D'avance, elle a embaumé mon corps en vue. Je sais que je vais mourir. Moi, j'affronte les puissances. C'est ça le présent. Je change au présent. Et c'est pas un tragique qui est voué à l'échec. C'est ça la force de la tradition chrétienne. C'est que le Christ est ressuscité. C'est qu'il n'est pas vaincu. Il est vainqueur. La foi chrétienne, c'est celle qui assume le tragique, non pas comme une mauvaise nouvelle dont il faudrait etc. Non, comme l'occasion d'une victoire.